accueillir. Déjà, bonjour à ceux qui sont déjà présents sur le webinaire. On va juste attendre encore quelques minutes que d'autres participants arrivent et puis on commencera la présentation. On a peut-être Judith qui cherche de nouveau à rentrer. Je vais peut-être la mettre comme présentatrice. C'est une cascade? Voilà, on va y aller. Hein. Je pense qu'on a 19 personnes entrées et puis les gens reprendront, entre guillemets, prendront le train en route. Hein. Je lance le diapo, Pauline, Oui, et puis tu me dis si je te suis correctement. pas de souci. Ah oui, tu ne vois pas. Oui, mais c'est pas grave. Voilà. Bonjour à tous et bienvenue sur ce deuxième webinaire destiné à la terre crue. Aujourd'hui, on met à l'honneur 4 artisans de nos réseaux professionnels pour vous parler un petit peu de leur quotidien et évidemment du sujet qui nous intéresse, qui est l'application de la terre crue. Euh, alors, en fait, ce webinaire est organisé dans le cadre d'un projet Interreg renversé, qui fait suite à un autre projet de la précédente programmation. Le projet s'appelait FAIR et tournait aussi autour, évidemment, de la rénovation avec les écomatériaux. La petite particularité du projet renversé pour la suite du projet FAIR, c'est qu'on y intègre la circularité et toutes les questions relatives au réemploi concernant des projets de rénovation de particuliers ou d'entreprises à plus grande échelle. Voilà. Donc le projet est essentiellement un projet de formation, mais on est 8 partenaires opérateurs pour toucher un maximum de public. Donc nous, Cluster Éco-Construction et Toerana Habitat, comme on est un réseau d'entreprises du secteur de l'éco-construction et Toerana, une coopérative d'artisans qui touche essentiellement à l'éco-construction également, on, les entrepreneurs, les professionnels du secteur de la construction. Et donc l'idée à travers le projet, c'est vraiment la montée en compétences de manière technique sur la mise en œuvre des écomatériaux, mais pas que, appréhender aussi tous les enjeux, pas qu'environnementaux, du secteur de la construction et d'avancer tous ensemble en donnant la possibilité à tous ces entrepreneurs du territoire concernés de monter en compétences sur les écomatériaux, sur les réemplois, sur la circularité. Et donc, on a toute une série, évidemment, d'opérateurs, ressources et Retrieval qui vont traiter, évidemment, toutes les questions de réemploi, le Forem, le Chenley. On a eu quelques changements d'opérateurs sur le projet, donc il n'y a plus vraiment le BTP, CFA et les compagnons du devoir. Néanmoins, c'est des acteurs qui, eux, essaient de faire monter en compétence les formateurs et les apprenants de leur propre réseau. Et comme je vous le disais, Cluster et Toerana, on est les représentants dans ce projet des professionnels du secteur de la construction. Alors, je vous invite, si vous voulez poursuivre, enfin suivre en tout cas nos prochaines activités, d'aller sur le site de Renversé ou de nous rejoindre sur nos réseaux sociaux. Vous pourrez être averti de toutes les activités qui auront bientôt lieu à destination des professionnels. Donc, Florie et moi concoctons plusieurs formations, notamment pratiques sur la terre crue et beaucoup d'autres thématiques en webinaire et en visite. Voilà,
Petite précision, on va dire technico-pratique. Donc, l'idée, c'est que là, on puisse laisser tout le temps nécessaire aux aux quatre artisans ici de se présenter, de présenter leur point de matière. Vous avez néanmoins la possibilité de poser des questions. Donc, je vous invite juste à me les faire parvenir dans la conversation. Moi, je m'occupe de prendre note et on reviendra à la fin de la présentation des quatre artisans ici sur vos questions et on tentera d'y répondre au mieux. Et voilà, ça fait déjà 3-4 minutes que je parle, j'avais dit deux, donc je cède la parole à nos artisans. Et bienvenue à tout le monde encore. Oui, donc l'idée. Donc moi je suis Florie, je travaille pour la coopérative Toerana Habitat et j'anime le webinaire de ce soir. On va peut-être laisser effectivement nos 4 artisans se présenter. Lydie et Léa, on vous laisse la parole en premier. Okay. Bonjour, donc moi c'est Lydie Dupont et Léa Clancier. Et on est toutes les deux membres de Toerana Habitat, qui est une coopérative du coup de l'éco-construction, dans laquelle on pratique comme maître d'œuvre, architecte et artisane terre crue. Donc on est toutes les deux architectes de formation. Moi, après mon diplôme, j'ai exercé en tant que en freelance notamment pour l'atelier Construire dans une démarche de permanence architecturale parce que j'avais très envie d'être confrontée au terrain, que ce soit dans la conception ou le suivi de chantier. Et donc, j'ai eu la chance de rencontrer Frédéric Jonard sur un chantier que je suivais et qui était en train de faire des enduits avec une équipe d'enduiseuses. Et donc, ça m'a donné très envie de pratiquer la terre crue en tant qu'artisane. Et plus tard, j'ai emménagé dans le nord, à Lille, où j'ai rencontré donc Lydie qui était déjà chez Toirana Habitat, donc et qui exerçait en tant qu'artisane et architecte. Et voilà, du coup, j'ai rejoint Toirana à ce moment-là. Ok. Peut-être qu'Ariana, tu peux enchaîner parce que tu as des points communs avec Léa et Lydie. Mais peut-être Lydie a fini de te... Ouais. Oui, oui, c'est bon. Ok. Oui, alors moi aussi, je suis architecte de formation. Moi, je suis italienne, mais je suis basée à Bruxelles, donc je suis bruxelloise aujourd'hui. Et effectivement, c'est à la fin des études que j'ai rencontré la Terre, et après, il n'y a pas eu de retour en arrière. J'ai commencé une reconversion professionnelle assez rapidement après un projet qui a bouleversé ma vie, qui était au Bénin. Je pense qu'on en parlera plus tard. Mais du coup, voilà, études, puis prise des consciences de la terre, reconversion professionnelle qui n'a pas été tout de suite facile. Mais en tout cas, ça fait 2-3 ans que j'ai créé ma structure ici à Bruxelles qui s'appelle Acroma. Et avec Acroma, j'ai 2 objectifs, celle de faire du chantier, faire des enduits. Je suis principalement artisane enduiseuse aux enduits terre. D'autres matières aussi comme la chaux, on peut, voilà, des fibres. Donc, mettre en œuvre ces matériaux. Et le deuxième point qui m'est à cœur, c'est mettre en avant les femmes dans la construction. Parce que justement, par mon parcours, on verra que c'est un point important. Voilà. Merci. Je te laisse la parole, Sylvain, qui représente la jante masculine ce soir. Je suis Sylvain masculin. Je m'appelle Sylvain Mérel. Je suis basé en Picardie. Et ça fait 30 ans aujourd'hui que je travaille dans le bâtiment. J'ai mes premières années sur le bâti ancien, beaucoup de conventionnels et un retour sur le bâti ancien Picard qui m'a attrapé et croisé un jour. Et aujourd'hui, j'en démords pas. Donc, je reste collé à la rénovation et l'entretien de ces bâtiments qui ont fait leurs preuves. C'est ce que tu disais tout à l'heure, Lydie, sur le. Non, c'est pas Lydie, c'est Léa que tu disais que ça n'a pas d'obsolescence, quoi. Donc, j'ai pour preuve de par mon expérience de la durabilité de ces matériaux, le mélange du bois et de la terre crue. En ce moment, là, je suis posé assis sur un corps de ferme qui a le bâtiment le plus ancien sur ce corps de ferme a à peu près 250 ans, donc il a fait toutes ses preuves. Donc à nous de faire continuer et de
de faire avancer les choses avec cette matière qui est saine et bonne. C'est vrai qu'on voit déjà dans vos présentations, on ressorte des avantages de la terre crue et aussi la porte d'entrée qui fait que vous êtes un peu tombé en amour pour ce matériau-là. Peut-être que Lydie et Ariana, vous pouvez revenir sur vos séjours à l'étranger qui ont permis le point de rencontre avec la terre crue. Oui, effectivement, du coup, comme je disais, moi, c'était une expérience au Bénin, donc dans le village des Soé. Ici, on voit quelques images du projet que j'ai réalisé avec 3 amis qui étudient avec moi architecture et avec plus de 200 artisans et artisanes de ce village. Le projet a été lauréat du Terra Fibra Awards. Donc voilà, c'est Sewa Soé. Soé, c'est voilà, le village. Et voilà, c'était vraiment le lieu, ça a pris 9 mois. Donc j'ai été plusieurs années de ma vie au Bénin. Et puis pour le chantier, c'est 9 mois en filade qui a été voilà, une expérience unique qui m'a fait découvrir toutes ces techniques et surtout la grande protagoniste qui était la terre crue. Donc c'était un projet en Bauge. Et puis, avec les femmes du village, qu'on voit ici dans les photos, on a mis en place des enduits en terre. Et c'était la première fois où je faisais du chantier. Et après, c'est là, justement, je suis retournée en Belgique avec toute cette énergie, cette envie, qui était plus difficile à se mettre en place tout de suite. Mais donc oui, effectivement, le point de départ pour moi, c'était ce projet-là. Lydie, tu as un point de rencontre avec la terre crue qui est un peu similaire à Ariana, mais sur un autre continent. Oui. Alors de mon côté, c'était en Argentine où j'ai fait un échange universitaire pendant les études. Du coup, j'étais à Buenos Aires et j'ai rencontré une association géniale qui s'appelle Otro Modo, où c'est des maçons qui organisent des chantiers participatifs les week-ends dans des maisons familiales pour aider en fait des familles qui ont pas trop de moyens à retaper leur maison, et il y avait les voisins qui venaient s'aider les uns après les autres pour améliorer leur confort de vie et puis faire ensemble. Et c'était des moments vraiment extra où ils arrivaient à expliquer comment la matière fonctionne avec beaucoup de simplicité et beaucoup de magie en même temps. Et donc, je suis revenue après en France avec l'envie de pouvoir intégrer ces matériaux dans la construction, dans les constructions dans lesquelles je pourrais agir en tant que professionnelle. Du coup, j'ai fait un mémoire de recherche sur l'état des lieux un peu de la filière terre en France et sur son rapport aux normes, aux temporalités, enfin tout l'autre versant qui fait qu'une filière peut exister et qu'on puisse utiliser le matériau. Voilà, c'était mes premiers rapports. Oui, donc toutes les deux, on voit que c'est plutôt à l'étranger où vous avez mis le nez dans la terre crue, enfin les mains plutôt. Et Léa, toi, c'est de manière peut-être plus simple, plus rationnelle que tu es tombée en amour pour la terre crue, ce que tu veux bien développer. Oui, mais c'était à l'école, tout simplement. On devait faire un TD sur l'économie circulaire. Et à l'époque, il y avait le projet Cycloterre. Donc, je m'étais intéressée à ce projet-là de réemploi de terres d'excavation de Paris. Et du coup, j'avais découvert la terre crue, le fait qu'on pouvait construire avec ce qui était dans le sol et que c'était réemployable à l'infini, enfin voilà, ça m'a complètement émerveillée et ça m'a ouvert une grande porte aussi dans le monde de l'architecture disons qu'il y avait une pression un peu sur le fait de l'acte de construire, de bâtir, que ça dure dans le temps et que c'est irréversible. Et là, ça m'a beaucoup touchée pour ça, pour sa réversibilité. Et ensuite, j'ai fait des chantiers participatifs qui m'ont permis d'appréhender aussi le matériau dans sa matérialité.
et dans sa convivialité, dans son esthétique. Et donc, ça n'a fait que amplifier mon amour pour la terre. Et toi, Sylvain, tu es un amoureux aussi, mais tu as un parcours complètement différent par rapport aux 3 autres intervenantes, avec plutôt des allers-retours entre le monde du bâtiment conventionnel et la terre crue. Est-ce que tu veux bien nous expliquer comment tu en es arrivé à développer ta propre activité de maçon terre crue? Ça a été une rencontre d'un matin en fait. Ça fait 30 ans que je suis dans le bâtiment. Mes premières années dans le bâti ancien, j'ai fait 10 ans dans le béton et le parpaing. J'ai acquis les compétences de responsable de chantier. La boutique a fermé et je me suis retrouvé à chercher un nouveau boulot, toujours à postuler sur un poste de chef de chantier, mais je me retrouvais pas dedans, quoi. Donc, et un jour, le voisin juste en face de la maison a décidé de refaire sa façade en torchis. Et moi, je me lève le matin et je le vois démonter sa façade. Et ça a été le déclic, comme je l'ai écrit, comme je le dis toujours. Et je suis revenu à mes premières années de bâtiment, à mettre les mains dans la terre, dans la pierre, dans la brique, qu'elle soit crue ou cuite, ou la pierre extraite de carrière, bref. Donc, je suis revenu à mes premières années de bâtiment et j'ai œuvré pendant 13 ans comme artisan à rénover du bâtiment Picard. Et c'est quelque chose qui m'a toujours tiré vers le haut et ça ne change pas, quoi. C'est magnétique, comme je dirais. C'est quelque chose il y a de l'humain. Un jour, j'ai entendu quelqu'un qui me disait il y a de l'humain dedans. Et effectivement, ouais, on est en phase avec soi-même et toutes les personnes qui ont fait appel à mon service étaient en phase avec ça, quoi. Et comme tu le disais, Lydie, non, je ne vais pas m'étaler. On va s'arrêter sur ça. On va revenir Oui. sur un peu les valeurs, en tout cas le côté humain de la Terre. C'est depuis l'aube de l'humanité, à mon avis, puisque c'est les premières bâtisses qu'on a fait ont été faites en terre, quoi. On va revenir dessus juste après. Mais on avait prévu que peut-être Ariana, tu nous expliques ton retour après en Italie ou en Belgique, je ne sais plus suite au Bénin, mais un peu les difficultés auxquelles tu t'es frotté pour pouvoir continuer de pratiquer. Et je poserai la même question à Lydie. Oui, effectivement, après le ménage, je suis rentrée à Bruxelles et comme je disais, se mettre derrière l'ordinateur après avoir vécu une vie des chantiers avec autant d'énergie, des matériaux et des personnes a été difficile. Du coup, assez rapidement, j'ai essayé de mettre en place de la terre ici, chose aussi pas si facile. Et en fait, à un certain moment, je me suis rendu compte qu'il manquait dans la filière des artisans et des entreprises. Et comme je crois dans cette filière, j'ai décidé de me mettre là-dedans et aussi avec l'exemple de femmes que j'avais vues au Bénin. Sauf que ici, c'était beaucoup moins facile, c'est-à-dire que tant que jeune fille, de se lancer dans la construction. Voilà, quand j'étais petite, hein, je rêvais pas d'être maçonne, mais d'autres choses. Du coup, il y a eu un grand travail sur déjà se rendre compte que je voulais voilà, passer de le travail intellectuel de l'architecte au la vie des chantiers et du savoir-faire, tout en sachant que je devais encore apprendre énormément. Et donc, comme tout un travail des légitimités et voilà, des motivations, mais avec peu de modèles de personnes qui faisaient ça tout court autour de moi, des personnes qui font de la terre crue et surtout des femmes qui pouvaient du coup m'inspirer. Petit à petit, je n'ai trouvé. Généralement, je raconte mon petite histoire des sirènes des terres. Donc, les premières les premières femmes que j'ai vues, j'ai commencé à les appeler comme ça, parce que comme les sirènes des mers, c'est un peu des personnages légendaires. Tout le monde connaît une femme qui a travaillé sur un chantier ou pas. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte qu'on en trouve plein dans plein de cours des métiers aussi, mais beaucoup dans la terre.
Et alors, ça m'a donné l'envie de continuer. Et aujourd'hui, je suis moi-même une sirène de terre. Est-ce que Lydie, toi, tu te considères comme une sirène de terre et si oui, comment tu as continué entre ton stage en Argentine et ton retour en métropole lilloise? Comment tu as pu te professionnaliser et mettre la terre crue au cœur de tes pratiques? Alors, en revenant en France, du coup, avec la recherche que j'ai faite sur l'état des lieux de la filière, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de questions qui étaient liées autour de la terre crue et qui étaient toutes aussi passionnantes les unes que les autres, que ce soit la mise en œuvre, le rapport à la conception, mais aussi le rapport à la matière, à où on la trouve, comment on la transporte. Et du coup, j'avais un peu envie d'aller voir un peu partout. Et au début, je me suis un peu auto-formée sur pas mal de chantiers en participatif, en autoconstruction, à comprendre vraiment la matière, à la mettre en œuvre, à monter en compétences. Et après, je suis rentrée chez Toirana Habitat. Ça fait depuis 3 ans maintenant. Et dans la coopérative, j'ai pu pratiquer aux côtés de d'autres entrepreneurs comme Lucie et Charlie, avec qui j'ai pu continuer à me former et à garder en même temps une activité de maîtrise d'œuvre à côté et aussi de transmission avec une asso qu'on a montée à côté qui s'appelle Mille Façons. Enfin voilà, de réussir à avoir encore un peu un pied dans plusieurs domaines qui touchent à la terre. Ouais, on va revenir sur les aspects réseautage entre artisans. Là, on trouvait ça chouette avec les intervenants, c'est de préciser en quoi la terre crue, on la considère comme un vrai liant humain. Enfin, à partir du moment aussi où on met les mains dedans, on a du mal à les retirer. Sylvain, toi, tu peux peut-être expliquer pourquoi finalement tu as arrêté de faire du parpaing et du ciment? Euh, Parce que, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que c'est quelque chose qui m'a. J'étais en connexion en fait avec moi-même, quoi. Et c'est quelque chose qui dure, quoi. Quelque chose qui dure et c'est compliqué de pouvoir tirer les gens dans la terre crue, même des gens qui sont encore dans le conventionnel. J'ai invité beaucoup de gens à venir, beaucoup d'anciens collègues à venir travailler avec moi, qui avaient dans l'idée de sortir leur place de salarié, de créer quelque chose. J'ai essayé de les attirer vers moi et de leur montrer en fait qu'il y avait une filière qui était porteuse et ça fonctionnait. Mais moi, ce qui m'a amené à sortir du béton, c'est il y a la même densité dans le béton quasiment que dans le torchis, quoi, dans la terre crue. Quand on et le rendu dans une maison entre la terre crue et le béton, il est complètement différent. Juste l'inertie du béton qui ressemble à celle de la terre crue, mais c'est une matière qui est quand même éteinte, qui mécaniquement a du mal à bouger, alors que la terre crue, elle s'adapte au, au mouvement du bâtiment et le béton, ça reste gris. Moi, j'en avais marre du gris. J'en avais marre du gris des chantiers, alors que sur un bâtiment en terre crue, il y a des variations de couleurs au fur et à mesure du temps où on la pose, sur la durée du chantier. On a ce qu'on vient de poser qui est encore humide, qui sèche et qui se marbre. Enfin, voilà, ça part, quoi. Après, quand même, souvent, j'ai dit, quand j'ai commencé et en avançant et jusqu'à maintenant, je disais souvent, ça n'intéresse que moi. Mais en voyant le monde qu'il y a là sur ce webinaire, non, ça n'intéresse pas que moi. Ouais. Puis tu parlais de la... C'est une démarche personnelle, quoi. C'est pour un bien-être personnel au départ, quoi. Ok. Et tu évoquais effectivement la variété qui est liée à la matière. Et toi, Ariana, il y a quelque chose qui était assez prégnant dans le témoignage que tu m'as fourni pour la préparation du webinaire. C'était aussi la variété des gens Ouais. qu'on est amené à croiser. Oui, donc chaque histoire, chaque chantier a son histoire. C'est une aventure avec des protagonistes différents. Donc effectivement, ce lien humain dont c'est le titre est vraiment réel. Déjà, comme Sylvain disait, c'est un matériau du coup qui est tout autre chose par rapport au matériau conventionnel. Donc on utilise la main.
dès qu'on utilise la main, ça veut dire que ça devient un matériau inclusif. Donc, on peut accepter, voilà, on ne doit pas se protéger, il n'y a pas des risques. Et généralement, ça crée des énergies incroyables sur les chantiers. Et on rencontre plein de gens. Donc déjà, le fait de bouger des chantiers, pour moi, c'est extrêmement stimulant. Et du coup, voilà, chaque client est différent. Celle qui te donne plus qui sent à valoriser le savoir-faire et donc et valoriser ta personne, tes mains, tes choses, et celles qui veulent faire avec. Et puis il y a les chantiers participatifs. Donc généralement, on rencontre beaucoup de personnes. Et moi, c'est ça que j'ai beaucoup aimé aussi. Et on rencontre beaucoup d'autres corps des métiers dans lesquels on apprend de chaque personne qu'on croise, on apprend dans chaque chantier, voilà, qu'au niveau technique, humain, c'est des aventures, c'est des écoles des vies en fait, c'est des micro Oui. écoles des Et- vies à chaque chantier. Et donc ça, c'est vraiment... Et la Terre a ses rôles des liens, vraiment. Une, Littéralement, ça colle. Et ça colle une- et ça colle les gens. une manière de construire, de rénover, d'entretenir, qu'on a oublié. Moi, je parle de mon côté, dans la région Picarde, où on a oublié finalement la façon dont les gens avaient une façon de se mettre à l'abri des intempéries, et on a oublié que finalement ça fonctionne. Et c'était des bâtiments qui étaient construits avec tout le monde, effectivement. On prenait un charpentier pour faire la structure en bois et le remplissage, tout était fait par les gens du village, par les enfants. C'est ce côté solidaire dans l'histoire de ces bâtiments-là, il y a vraiment une solidarité pour le mettre debout, quoi. Et Et puis, généralement, pour terminer, il y a quand même des gens qui, généralement, partagent des valeurs, sinon ils ne seront pas là. Ou alors oui, certaines oui, idées, certaines valeurs. Et ça fait Bon, du bien. on va le voir que les valeurs liées au monde de la terre crue revient régulièrement dans les témoignages. On va le réaborder un peu plus tard. Il y a Lydie et Léa qui, elles, dans les retours que vous m'avez fait pour la préparation du webinaire, vous évoquez aussi quasiment un vrai projet politique quoi, derrière la terre crue. Je vous laisse peut-être rentrer dans les détails. Ben oui, c'est ce que disait, ça rejoint ce que disaient Sylvain et Ariana dans déjà la convivialité que ça apporte, la solidarité aussi, qui est déjà finalement un acte politique en soi. Et puis, c'est ce qui est intéressant, je trouve, dans la terre crue, c'est aussi en quoi une matérialité peut raconter sur notre société, et notamment par rapport au temps. Donc, bâtir en terre, ça demande du temps, ça demande des énergies humaines. Et, euh, et donc, que ce soit dans l'application, dans les temps de séchage, etc., c'est pas toujours un temps que les personnes, les maîtrises d'ouvrage ont à consacrer. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est aussi que c'est un matériau très robuste dans le temps et que elle a une grande réparabilité. Et, enfin voilà, donc c'est une alternative finalement aux matériaux conventionnels qu'on trouve dans le secteur industriel, qui cherchent pour le coup à être plus dans une performance, mais qui sont plutôt dans une logique d'obsolescence finalement du bâtiment. Euh, donc voilà, il y avait cette notion-là en termes de rapport politique déjà. Et après, on peut d'office voir aussi que la Terre, elle est spécifique à chaque endroit où on la trouve, et que avec un matériau qui est si variable, c'est difficile Enfin, elle peine à se conformer au monde assurantiel et technocratique qui a tout plein de rouages très définis, et dans lesquels il faut réussir à naviguer pour pouvoir construire en terre. Et du coup, c'est en même temps une caractéristique de la terre qui donne du fil à retordre pour la filière et pour les personnes qui veulent l'utiliser aujourd'hui. Mais en même temps, c'est ce qui est intéressant, parce que c'est aussi l'occasion de comprendre ces rouages, d'aller les regarder, peut-être de les remettre en question, et puis de proposer des alternatives,
Donc avec un matériau qui prend plus de temps à mettre en œuvre, de valoriser la mise en œuvre plutôt que le prix du matériau à la production. Et de trouver des techniques qui sont propres à chaque bâtiment, à chaque localité, à chaque artisan, à chaque corps, et de voir qu'il n'y a pas finalement de technique universelle. Mm. Voilà. Ouais, donc en fait c'est assez rigolo parce que dans cette intro on voit que le matériau terre c'est un vrai liant pour le coup universel qui contrecarre un peu certaines inégalités et en même temps un matériau unique et propre à la localité où on le met en œuvre. Euh, la partie d'après, on va plutôt rentrer sur des aspects très pratico-pratiques de votre métier d'artisan, terre crue. Et on voulait commencer avec un exemple de chantier, juste pour expliquer un peu à chacun des participants ce que ça peut représenter aussi un chantier terre crue. Sylvain, c'est un chantier à toi de rénovation d'une longère en Picardie. Est-ce que tu veux bien peut-être donner un peu le détail de ce chantier? Et là, sur ce chantier, 75% de la terre est démontée, stockée, remouillée. On ramène un petit peu de paille dedans, un petit peu de paille d'orge, c'est bien, de l'orge d'hiver. Elle a eu la difficulté de l'hiver pour pouvoir être pérenne une fois qu'elle sera au torchis. Alors le torchis, c'est de l'argile et de la paille. C'est de l'argile et de la paille. Une fois qu'on les a mélangés, on remplit les murs avec. Donc là, sur ce chantier, il y a un véritable exemple du non-obsolescence de la terre sur le bâtiment d'origine. Ça va être récupéré, remis en place avec très peu d'efforts. Très peu d'efforts. Il y a une vraie lecture. Voilà. Et puis ce qui était sympa dans ton exemple, c'était de montrer le côté réemploi qui fait le lien avec le premier cycle des webinaires. La possibilité pour toi de réutiliser une partie de la terre démontée ou de la terre récupérée sur d'autres chantiers que tu as pu remettre après sur cela. Et en termes de... Parce qu'on va aborder aussi cette question de temps, on l'a déjà évoqué là dans l'introduction, mais 1 mois et demi de séchage naturel nécessaire avant que tu appliques l'enduit de finition. Oui, minimum, ouais. Tout dépend de l'exposition du bâtiment, s'il est au nord, au sud. Là, on est sur une façade qui est plein nord. Et Bon, après, je dirais qu'on a presque la chance de la canicule. C'est pas une chance, hein. Bon, ouais. Pour le séchage. Ça permet d'avancer et de pouvoir faire. Après, ça me donne du travail pour l'année suivante. Les enduits de finition, je pourrais les faire peut-être l'année prochaine, quoi. Ok. Mais on va reparler aussi, le réemploi, il est considérable, quoi. En fait, on a prévu de montrer un peu cet exemple de chantier parce que dans le métier de maçon terre crue ou d'enduiseur, il y a des vraies contraintes liées à la manutention, à la prévention des troubles musculo-squelettiques. Et Sylvain et Ariana, vous avez des approches pas forcément différentes, mais en tout cas que je vais vous laisser expliquer. T'en fais, Ariana. Sylvain, toi, tu disais, ça fait 30 ans que tu es dans le métier. Comment un peu tu anticipes ces questions de charge, de terre lourde à transporter, à manipuler? Faut éviter de les déplacer, quoi. Donc, ce qui est démonté, il faut faire un minimum de distance avec pour les reprendre et les remettre, les mélanger, les remélanger, les remettre en place. Moi, par exemple, je mets en place à peu près entre 8 et 900 kilos par jour, c'est considérable, quoi. Je suis un homme. Ouais, mais... Et je suis un homme et je sais que l'effort physique il est considérable sur un ouvrage comme ça. Donc, quand on le déplace de 2 mètres pour le remettre 2 mètres en place après, c'est bien. Il n'y a aucun effort mécanique. On ne fait pas venir d'engin. C'est juste les mains. On se protège parce que c'est quand même très poussiéreux. Il faut des masques, une protection. Il faut mettre des masques à cartouches parce que ça reste poussiéreux quand même, quoi. Voilà. Et toi, Ariana, sur les aspects prévention, tu avais des astuces?
Bah, la terre est lourde pour tout le monde, hein, hommes, femmes, et dans tous les sens. Du coup, effectivement, c'est bien de déjà réfléchir en amont et pas bouger les choses mille fois, comme Sylvain le dit. Donc, on travaille avec notre corps, mais aussi avec la tête, évidemment. Donc, il faut bien faire travailler les deux. Et il y a plein d'astuces déjà de partager les charges, par exemple, se faire aider par certaines personnes, s'entourer, certains outils aussi. Et sinon, bah, moi, je cherche à chaque matin, au début de chantier, de se réconcentrer et faire un étirement, hein, une petite gym. Ça, un petit 10 minutes, c'est vraiment pour réchauffer le corps et à fin de journée, l'étirer. Alors, les premiers chantiers, je ne faisais pas ça. Et une fois, je me suis réveillée à 4 heures 4 heures du mat par la douleur. C'est même mon compagnon qui m'a réveillée parce qu'apparemment je faisais des bruits, des douleurs, pas possible. Je me suis réveillée et je me suis stretchée. Oui, parce que Donc ça allait déjà mieux. le premier outil, c'est quand même notre corps, nos mains. Donc, c'est la première Exact. chose qu'on doit protéger, qu'on doit Ouais. entretenir dans un métier comme ça. Il faut tenir, quoi. Ouais. Oui. On prend soin des bâtis, donc on prend soin de nos corps aussi. Moi, voilà, je cherche de faire passer comme frais professionnel aussi le fait d'aller au terme de temps en temps. Et En tout cas, oui, le soin, quoi, de faire attention à son corps, aux mains aussi. ça fait lien avec la question d'après, plutôt adressée à Sylvain et Lydie, sur quel choix vous avez fait. Est-ce que vous alternez, enfin, est-ce que vous faites un mix entre de l'activité qui est mécanisée ou c'est du 100% manuel? Comment ça se passe aujourd'hui sur vos chantiers, Sylvain? Lydie. Lydie, alors? Ben, moi, pour l'instant, j'ai jamais pratiqué avec des outils mécanisés sur les chantiers. Et là, se poser la question d'une formation au sein de Toerana pour manipuler une projeteuse. Donc, c'est une grosse machine qui sert à envoyer les enduits ou de la terre allégée sur des murs et qui permet d'avoir une rapidité d'exécution qui est pas comparable avec à la main. Seulement si on passe une certaine échelle, parce qu'il y a aussi tout un travail de gestion de la machine où il faut la laver, la transporter, la stocker, et donc ça pose d'autres questions. Donc là, il s'agit de faire cette formation déjà pour appréhender ces questions-là et après pouvoir arbitrer, mais en tout cas, ça peut permettre d'accéder, enfin de donner accès à la Terre à peut-être d'autres échelles de projets. Et toi, Sylvain, tu évoquais des échelles de chantier entre des chantiers branchés et débranchés. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que Alors, les ce que chantiers tu mets branchés, derrière cette idée? Ouais. branchés, débranchés, c'était une curiosité. J'étais juste curieux à essayer de comprendre comment les gens pouvaient construire une maison en ossature bois. Donc, le débranché était uniquement sur la fabrication de la structure en bois, donc à utiliser des dianes, des ciseaux à bois, des outils de charpentier, de faire des tracés, de toute façon, qui sont les mêmes, qui sont toujours manuels, les tracés. Le piquage, il reste manuel, mais tout ce qui était à débiter du bois, le fer à la scie, à la hache, au doloir, au ciseau à bois, juste pour essayer de comprendre comment les gens pouvaient travailler à l'époque pour mettre debout ces bâtiments-là. C'est uniquement pour ça. Après, le torchis, la terre, ça c'était sur le bois. Le torchis, il était préparé à l'époque, on mettait la terre, on faisait passer des chevaux dessus pour mélanger la terre à la paille. Aujourd'hui, moi j'utilise un motoculteur, voire une petite motobineuse pour pouvoir le malaxer parce que c'est une tranche de travail qui est quand même considérable et physiquement, si on doit mettre les pieds dans un bac pour mélanger l'argile à la paille, on se retrouve rapidement avec 4-5 kilos d'argile au pied et là c'est du sport. J'ai 50 berges, faut que je tienne encore, j'entretiens mon corps. Donc le mélange, l'utilisation du motoculteur ou de la motobuneuse électrique, ça fonctionne bien. J'ai des projets aujourd'hui avec d'autres artisans d'essayer de montrer aux gens comment se faisait la préparation du torchis en utilisant des canassons, des chevaux, voilà, pour la préparation. Mais le branché, débranché, c'était surtout sur la préparation du bois.
D'accord, ok. Et il y avait une autre question qui se posait, c'est encore Lydie et Sylvain qui est invités à répondre, mais c'est comment vous gérez votre activité? Est-ce que vous êtes 100% solo? Est-ce que vous mixez avec des chantiers à plusieurs artisans? Bon, la photo vous donne déjà un indice, mais Sylvain, toi, tu es plutôt solo finalement. Est-ce que tu peux expliquer ce choix-là? Si c'est un choix. Non, c'est pas un choix, Voilà. ça a été un choix au départ. Mais après, j'ai proposé à beaucoup de monde de venir travailler la terre, poser de la terre sur les murs. Les gens ne sont pas intéressés, mais c'est aussi le manque de formation. La terre crue en elle-même, pour la mettre en place sur les murs, il n'y a pas besoin d'énormément de formation. Comme le disait Ariana, il suffit d'avoir un peu d'énergie et de bien chauffer son corps le matin. Poser la terre sur un mur, techniquement, on n'a pas besoin de grand-chose. Donc, Et après, tu évoquais quand même le choix d'un statut qui t'a limité à un oui, moment dans ton oui, c'est parce que activité. mon statut ne me permettait pas de prendre quelqu'un parce que j'étais limité sur mon chiffre d'affaires sur une année. Et, et puis, en période d'hiver, on est quand même un petit peu au ralenti et c'était compliqué de pouvoir prendre quelqu'un et d'assurer du travail pour deux, surtout sur la période d'hiver, quoi. Hmm. Même Alors si que je toi, suis, pardon, excuse-moi Sylvain, vas-y, je te laisse finir, pardon. même si je suis un ours, je ne reste pas dans ma caverne l'hiver. Okay. Et Lydie, justement, toi, tu es plutôt sur une option collective, a priori, sur tes chantiers. Ouais. Du coup, c'est un peu ce qui est intrinsèquement lié au fait de travailler dans la coopérative, c'est de pouvoir porter des projets, mais aussi pouvoir les réaliser à plusieurs en faisant appel à d'autres collègues ou être moi-même appelée sur d'autres chantiers. Ce qui fait que toutes les semaines, on est sur des échelles de chantiers différentes, dans des localités différentes, où on peut aussi voir les méthodologies de chacun. Et ça, c'est très riche aussi. C'est à chaque fois une aventure. Et puis après, enfin, si je peux compléter, même pour des chantiers qu'on peut faire seul, finalement, on travaille pas mal ensemble avec Lydie pour aussi apporter enfin, du plaisir aussi à s'organiser à deux, Oui. dans la logistique. Enfin, même pour un tout petit chantier chez un particulier, même si c'est pas très rentable, pour l'instant, on aime bien aussi être à deux ou plus. Oui, puis il y a un élément qui ressortait de vos témoignages, c'est de dire aussi que finalement, c'est pas un secteur où, entre guillemets, on se tire dans les pattes, quoi. Dans la terre crue, il y a une forme de bienveillance entre artisans et Alors, ce je qui sais est pas si rassurant, moi, On essaye de se réunir pour s'entraider, se partager nos nouvelles techniques, nos nouvelles découvertes. je Oui, suis chaque rentré chez nouvelle Toerana personne, au c'est mois pas de. un compétiteur ou une compétitrice, mais c'est plutôt une personne avec qui collaborer. Ouais, Mm. ok. Et toi, Sylvain, du coup, tu voulais. Le fait d'être rentré chez Toerana depuis le mois de novembre, je me rends compte que finalement, oui, il y a des gens qui mettent les mains dans la terre. Donc c'est rassurant. Aujourd'hui, oui, il y aura du partage sur, sur des chantiers que je prends, que je fais, euh, ce que je ne trouvais pas ici, quoi. Ce que je ne trouvais pas ici. Ouais. Et en plus, c'est des chantiers cadrés, encadrés, assurés, et c'est rassurant. Mm, mm, mm. Donc, Bon, on va reparler aussi après de cette question d'assurance et qui avait déjà été évoquée au premier webinaire. Après, il y a la question de la professionnalisation, parce que vous l'avez tous dit, vous êtes passé par des chantiers participatifs, des séjours à l'étranger, de l'aide sur différents chantiers. Quel serait un peu, si vous deviez donner des conseils aux participants qui nous écoutent, quelles seraient les pistes pour se professionnaliser? Quel choix vous avez fait justement? Et là, c'est plutôt adressé à Eléa, Ariana et Lydie. Du coup, la coopérative, c'était un super moyen pour se professionnaliser assez rapidement, et être main-d'œuvre et sur des chantiers avec des entrepreneurs de la coopérative. Donc, c'est peut-être plus rassurant et moins engageant que se dire, OK,
en auto-entreprise ou en entreprise, de se lancer directement dedans. Donc ça a été pour moi un moyen de me professionnaliser. C'est un peu le dernier point qui est sur la diapositive de la notion d'auto-certification ou de certification participative, où dans le domaine de la Terre, il n'y a pas beaucoup de formation. Enfin, pour l'instant, en tout cas, il n'y en a pas eu beaucoup. A priori, ça va se développer. Mais du coup, il y a beaucoup de personnes qui ont dû s'auto-former et, et du coup, souvent, le fait de pouvoir se reconnaître entre pairs et de pouvoir travailler ensemble, de se transmettre, enfin, ça passe beaucoup par des notions comme ça. Et Léa, tu t'expliquais dans la préparation du webinaire que tu avais un peu fait le choix aussi d'un cursus à l'envers, entre guillemets. Est-ce que tu peux expliquer ce choix que tu as fait? Disons que je savais que j'avais une grande attirance pour la terre crue, mais que j'avais pas encore, j'étais pas certaine de vouloir passer une année entière à me former, enfin voilà, à être dans un cursus de formation spécifique sur ça. Déjà, il y en a pas beaucoup, et ensuite, voilà, c'était un grand investissement de temps, etc. Et puis, comme disait Sylvain tout à l'heure, finalement, c'est aussi beaucoup par l'expérience et la pratique qu'on apprend. Et donc, moi, je suis assez convaincue de ça. Je suis plus autodidacte en termes de lecture et de savoir théorique. Et en termes de pratique, je trouve ça intéressant d'être directement dans la pratique professionnelle. Euh, et je trouve qu'on apprend, on a toujours quelque chose à faire, même si on n'a pas forcément encore la technique, le geste parfait. Il y a toujours des choses à faire sur le chantier qui sont logistiques. Et donc petit à petit, on fait aussi. Et ça, voilà, je pense que ça marche. Et du coup, ça me permet aussi d'éprouver le métier avant de me dire, bon, ben, ok, là, je suis prête à passer vraiment un an, ou de voyager, ou d'aller investir du temps dans l'approfondissement de Dans une compétences. formation, ouais. De l'engagement. Alors que toi, Rihanna, à ton retour en Belgique, tu as plutôt cherché à peut-être à conforter professionnellement ce que tu avais pu éprouver au Bénin. Oui, donc pareil, il faut pas attendre que l'assiette soit faite, hein. Il faut cuisiner, il faut aller chercher. Pareil, en Belgique, au niveau formation, c'est pas très structuré. Donc, j'ai fait des chantiers participatifs. Je commençais à faire des petites formations d'une semaine et deux, toujours assez introductifs. Mais c'est pour professionnaliser. Ça a été voilà, pas facile tout de suite. J'ai finalement trouvé une formation qui m'a donné droit à faire un stage en entreprise pour 6 mois. Et j'ai trouvé une des peu entreprises à Bruxelles qui m'a appris et que j'ai énormément appris d'eux. Et puis après, il n'y avait pas vraiment d'autre solution que commencer. Donc, j'ai commencé à faire des chantiers et j'étais accompagnée par une autre structure qui s'appelle Job Yourself Baticrea, qui te permet pour 1 an et demi, tester ton entreprise. Et chaque chantier, effectivement, c'était une grande apprentissage. Je le prends comme une année de formation aussi et de professionnalisation. Et du coup, voilà, et ça a pris 1 an et demi. Et il y a un autre lieu qui a été très central pour moi, qui est le réseau des terres femmes et savoir-faire, et qui a été justement un des seuls endroits où il y avait des formations et avec des formatrices. Qui m'a énormément poussée, stimulée et voilà, et aujourd'hui engagée parce que je suis dans le comité du pilotage des Terres Femmes Savoir-Faire, qui a une formation professionnalisante et un événement autour de savoir-faire intercule donné par des formatrices, mais qui est ouvert à tout le monde. Donc, j'ai pu faire cette formation et qui m'a donné du courage et puis commencer l'année et demie des tests avec Baticrea. Et voilà, et pouvoir s'être trompé du coup dans un cadre sécurisant avec Baticrea, c'était très, très important. Ok. On va revenir sur la slide d'après, un peu plus à la matière, parce que du coup, quand on se lance comme artisan, on évoquait tout à l'heure une terre qui est unique en fonction du terroir où elle est prélevée.
Comment vous fournissez en matière de terre? On était plutôt sur Sylvain, Ariana et Léa pour cette Alors, contribution. moi, sur la matière, il y a des frelons qui tournent autour de moi, là, en plus des asiatiques. Ils sont en train de faire leur mini-primaire, là. Je laisse faire, c'est pas grave. La matière première, alors moi, ça m'arrive là, je suis sur un petit filon sur Villers-Bocage, un bled qui est à côté de chez moi. Il y a une petite zone d'activité qui se fait sur Villers et ils l'agrandissent. Donc, il y a un énorme filon d'argile qui est là. Donc, la terre est extraite. Ils sortent le bâtiment de terre. Ils préparent des bassins aussi, puisque les bassins de récupération d'eau des toits de toutes ces zones d'activité de campagne sont renvoyés dans des bassins et pas dans les caniveaux. Donc, quand ils creusent ces bassins, il y a énormément d'argile qui est extraite, qui est stockée là, et elle est récupérée par aucune recyclerie ni agriculteur, donc elle est déplacée ou elle est réétalée sur le terrain. C'est toujours un plaisir pour les constructeurs de me voir débarquer avec une remorque et récupérer 2-3 mètres cubes d'argile et de leur expliquer ce que je vais en faire, quoi. Ils sont toujours un petit peu ébahis de se dire, mais tiens, on utilise de l'argile aujourd'hui encore pour rénover ou construire. Donc le réseau, c'est soit je le récupère de ce que j'ai démonté, soit je vais le chercher directement dans des résidences pavillonnaires qui sont en construction, soit sur des zones industrielles, enfin des zones d'activité de campagne comme ça. Et c'est gratuit. Et toi, Ariana, qu'on voit sur la photo, je pense que c'est toi sur. Ça, c'est pas moi. Ah, Non. c'est pas toi, Non. ok. C'est une collègue. D'accord, ok. Mais toi, Ariana, t'évoquais le fait des fois d'aller te fournir dans des filières qui sont pas du tout celles de la terre crue. Oui, bah alors moi je suis en ville, donc c'est plus facile hors la ville, hein, trouver de la terre, creuser, utiliser la terre voilà, proche. En ville, il y a une dynamique différente. Alors, heureusement, il y a aussi une structure qui récupère de la terre d'excavation des chantiers bruxellois. Il faut savoir qu'en Belgique, la terre, dès qu'elle sort dans le chantier, c'est considéré du déchet. Donc, voilà, il y a toute voilà, une réflexion autour de ça. Et donc, soit on va chercher ces déchets, et alors heureusement, voilà, il y a une petite filière qui est en place. Soit j'en cherche dans d'autres filières aussi parce qu'en Belgique, il y a vite de la ressource au produit. Du coup, aller chercher, non, ça devient tout de suite un matériau à acheter et c'est difficile à aller chercher la ressource elle-même. Donc, il y a un côté aussi voilà, un peu historique d'industrialisation et du coup d'accès à un matériau et pas à une ressource. Et alors, j'ai triche et je vais chercher mes matériaux un peu dans d'autres filières, notamment tout ce qui est fibre dans les magasins d'animaux, ou alors dans tout ce qui est plus céramique. J'utilise aussi de la brique pilée, qui est généralement pour des champs de tennis, voilà, des choses de ce type. Je m'ai fourni un peu à droite à gauche. Et dans la préparation, on avait évoqué la question, quand on prélève de la terre d'un site, il y avait quand même quelques contraintes liées à la sortie de la terre. Je ne sais pas si là, Eléa ou Ariana, vous voulez rebondir là-dessus, mais il y a quand même une question de temps à anticiper. C'est effectivement, et puis c'est directement lié au cadre assurantiel dont on parlait un peu tout à l'heure. C'est-à-dire que les terres, il faut les tester, les faire valider. Alors, sauf si c'est pour des particuliers qui sont prêts à accepter qu'il y ait des petites fissures ou que ça tienne pas forcément. On va prendre le risque. Ou enfin, juste à prendre un petit risque, mais bon, après, le risque, voilà, il n'est pas très, très grand. Mais c'est que dès lors qu'on est confronté à des projets publics, enfin, un marché peut-être plus conséquent, nous, c'est vrai qu'on a plus tendance à se fournir chez un distributeur près de la frontière belge qui s'appelle Peter Steen. Son magasin, c'est Matériaux Naturels des Flandres et c'est un acteur qui est très important aussi dans la filière
parce que c'est quelqu'un qui va être le point nœud entre les artisans et les producteurs, les argilières. Donc, dans les argilières, nous, on se fournit plutôt, il y a de Wulf à Beauvais, et puis les Hins aussi en Belgique, Clétec plutôt du côté de l'Allemagne. Mais donc, tout ça pour dire que lui, c'est notre interlocuteur qui va aussi récolter des retours d'expérience des artisans, savoir que tel produit, il a peut-être telle problématique en ce moment. Et donc, c'est quelqu'un qui va être de bons conseils. Et voilà. Ça, c'est intéressant aussi quand on n'a pas forcément accès autour de soi, comme nous, on est là à Lille. Pareil, on n'est pas comme Sylvain à la campagne. Je Donc, passe voilà. beaucoup par de Wulf aussi. De Wulf, c'est une valeur sûre. La briqueterie de Wulf à Alonne Mais- est une valeur sûre. Et à ce propos, il y a aussi un projet de cartographie qui se monte avec le collectif Terre des Hauts-de-France pour répertorier les veines d'argile et pour que Sylvain nous donne tous ces ces bons tuyaux. Mais l'idée, c'est de repérer les endroits qui ont une bonne terre et de savoir leur convenance aussi, comment on peut les caractériser, les tester, à quelle technique les vouer. Voilà, Oui, c'est un travail en cours. il y a un exemple il y a un tout à l'égout qui a été fait dans un village il y a une dizaine d'années. Ils ont extrait énormément d'argile. L'argile a été stockée. Il y a un mont énorme, donc ça représente à peu près quasiment un gymnase. Donc la terre est stockée dehors et on peut la stocker. On n'est pas obligé de la mettre dans un hangar. On peut la laisser par terre, laisser la végétation reprendre sa place dessus et après on vient la rechercher, quoi. Mais oui, Et Florie, je sais que tu as ton écran en plein écran. Donc tu vois pas Ouais. forcément les participants, mais il y a quelqu'un qui lève la main. Peut-être qu'on peut l'inviter à poser sa question dans l'onglet questions et réponses qui est en haut dans la barre d'outils et on la traitera à la fin des interventions. C'est moi, Florie. C'est Oui. Pauline qui a. Enfin, c'est moi. Ok. Qui ai levé la main. Et en fait, voilà, je devais être gardienne du temps, mais je vous ai laissé parler parce que personne n'a jusqu'à présent posé de questions. Il est 19h. Donc voilà, je propose que vous Et on a puissiez fait un continuer. un tiers du diaporama, donc on avance. Ok. On va aborder aussi la question de la gestion des contraintes dans votre métier d'artisan terre crue, parce qu'on l'a vu, la terre, c'est un matériau vivant, avec des contraintes liées aux saisons, et ça avait été aussi évoqué au webinaire 1. Ariana, Lydie et Léa, est-ce que vous voulez prendre la main là-dessus et expliquer un peu comment vous gérez les saisons plutôt hivernales de celles estivales? Oui, la question du temps a été déjà évoquée, c'est assez central. Alors, c'est un contrainte et aussi un avantage, évidemment. Par exemple, moi, je compte beaucoup sur le fait que l'hiver, je puisse me reposer le corps, réparer un peu la tête aussi et pouvoir se préparer au contraire aux saisons les plus actives, dans lesquelles il y a plus d'énergie, plus de chaleur, plus de lumière, comme le printemps et l'été. Et donc, pour moi, c'est pas vraiment une contrainte, mais effectivement, dans une idée, de manière générale, il faut prendre compte que c'est plus calme généralement en hiver et qui, pour une question très physique de séchage des quantités d'eau dans la terre. Et voilà, là, moi, à ce moment, je suis sous chantier à 7h du mat et j'ai des journées très longues et je profite de cette énergie estivale. Et l'hiver, je suis plutôt à dormir plus longtemps et me ressourcer et mettre mes racines avant de se lancer. Et puis, il y a aussi moyen mais peut-être je laisserai Eléa les autres, l'alternance des missions. Oui, en fait, l'idée d'être architecte et artisane aussi, c'est un peu une manière de compléter ce qui est possible de faire en été et en hiver pour la Terre. Et du coup, de trouver un équilibre entre une activité et une autre, tant du point de vue
du calendrier que économique, que de ressources physiques. Enfin, voilà, ça permet d'alterner et de diversifier, c'est toujours bien. Et après, je voulais ajouter sur le fait de la saisonnalité, que par moments, c'était du coup difficile d'imposer, de ne pas travailler en hiver à certaines maîtrises d'ouvrage. Et, et que, ben, ils s'adaptent. Voilà. Voilà. On s'adapte tous. Ouais. On peut pas aller plus vite, quoi. Ça peut pas, oui, effectivement, aller au rythme des chantiers conventionnels, qui d'ailleurs sont des humains, hein, pour venir au côté humain des chantiers. Et que voilà, ça incarne bien le fait qu'on peut pas aller plus vite. Et Il c'est faut la matière qui s'arrêter. nous pousse, quoi. Ouais. Faut accepter. Et il y a, du coup, ça fait le lien avec la slide d'après où on comprend un peu mieux les contraintes qui s'imposent au secteur de la terre crue et du coup, des fois, ça se frotte un peu avec le secteur traditionnel. Ariana, si tu voulais développer cette idée-là. Oui, tout à fait, ça fait lien là. Donc, il y a le conventionnel qui a un certain rythme, un certain calendrier, certaines divisions des corps de métier et qu'en fait, voilà, la terre et d'autres matériaux géobiosourcés, c'est en autre manière de faire complètement. Il y a aussi la question de la hiérarchie dans un chantier, hein, conventionnel, alors que moi je crois que via la terre, il y a vraiment à remettre dans la balance les savoirs et les connaissances. Donc il y a voilà, des profils comme le nôtre qui en fait ont des connaissances que voilà, pas mal d'architectes n'ont pas et que du coup il y a un vrai dialogue qui s'y peut mettre en place s'il y a évidemment la volonté qui, je trouve, c'est une solution pour changer le secteur de l'architecture, on le rappelle toujours à ces genres de conférences, est le plus polluant et qui doit changer. Et alors, tout changement ne se fait pas avec des difficultés, et donc le conventionnel a du mal à s'adapter à ces matériaux, alors que c'est tout à fait voilà, une nécessité. Quelque chose qui doit être incorporé du départ dans un projet. La terre, comme la paille ou le chanvre, n'importe, toute cette matière qui demande du temps, et réussir à le faire comprendre aux maîtres d'ouvrage, aux architectes et aux clients. C'est toute une éducation, une explication. On ne peut pas incorporer ça en milieu où c'est du départ, quoi. Du départ. Il faut ouvrir les chantiers pour pouvoir convaincre les chantiers publics et ces porteurs de projets là. Venez voir nous ce qu'on fait et ça fonctionne. Venez voir au départ et venez voir dans 2 ans peut-être comment ça s'est comporté et ça fonctionne, quoi. Il y a beaucoup à déconstruire. C'est hallucinant d'être obligé d'essayer de convaincre les gens sur quelque chose qui existe depuis, encore une fois, depuis l'aube de l'humanité, quoi. En une centaine d'années, on a éteint la confiance à cette matière. Et je suis pas en colère, hein. Je suis pas en colère. Non. On va du coup, ça fait encore une fois le lien, mais avec les freins et les leviers qu'on peut déjà identifier. Donc il y a une partie liée aux freins et aux leviers, mais liée à la terre crue via les marchés publics qui sera traitée dans le webinaire 3 la semaine prochaine, le 10 juillet. Mais par contre, vous avez quand même relevé des encouragements pour la filière et puis des choses, des nœuds qui pourraient être déliés dans les années à venir pour massifier un peu l'artisanat terre crue. Je ne sais pas qui, peut-être Lydie sur la filière qui se monte quand même en France, qui est déjà montée, mais qui se renforce. Oui, du coup, en fait, en France, pour l'instant, il n'y a pas de règles professionnelles, les fameuses règles professionnelles qui permettent d'encadrer les méthodologies de construction.
Et c'est un gros frein pour le développement de l'usage de la terre dans la construction. Et aujourd'hui, il y a la Confédération de la construction terre crue qui s'est formée avec tous les acteurs du pays pour rédiger ces règles professionnelles. Et c'est accompagné d'un projet national qui s'appelle le Projet national terre. Donc, il y a des choses qui évoluent de ce côté-là, mais pour l'instant, c'est pas encore trop palpable pour nous qui sommes sur le terrain. Mais l'horizon est, est lumineux, on va dire. Oui. Par contre, pour les acteurs de terrain, en Hauts-de-France, il y a quand même une nouveauté depuis une année là. Du coup, localement, on essaye de pouvoir œuvrer à notre manière pour que ça puisse, pour bouger les lignes. Et là, dans les Hauts-de-France, on s'est réunis pour la deuxième fois il y a quelques semaines avec tous les acteurs qui veulent s'investir dans le développement de la filière. Et il y a différentes actions qui vont être menées. Voilà, on pourra en communiquer dessus peut-être prochainement. Et toi, Ariana, en Belgique, t'as dit à plusieurs reprises qu'il fallait passer la frontière pour pouvoir se former, etc., à la terre crue, mais tu avais eu le souhait d'indiquer l'existence d'une formation. Oui, ça commence. Donc, le manque de formation, c'est le point suivant. Mais voilà, il est déjà un peu dans le premier parce que du coup, il y a peu de structures qui s'intéressent sur un temps durable, quoi, un long terme, sur cette question. Il y en a, évidemment, surtout ici à Bruxelles. Hein, il y a des structures qui sont même un peu des piliers dans ce type. Et il y a des universités qui s'intéressent. Il y a un centre de formation. Là, du coup, j'ai évoqué l'APDIE qui a commencé à faire des formations à WAP, donc en Wallonie. Il y a BC Materials à Bruxelles. Il y a l'université qui commence vraiment à s'intéresser à ces matériaux, mais voilà, ça reste encore faible. Il y a Bruxelles Environnement qui est aussi en train de travailler sur certaines lois, notamment pour essayer de plus considérer déchets. Mais voilà, il y a encore beaucoup à faire. Et souvent, il faut aller en France, quoi. Petit exemple sur la formation. Il y a mon garçon qui a 16 ans et qui a décidé de venir faire un apprentissage. Qu'il est inscrit dans un lycée d'enseignement professionnel. Quand on remplit la convention de stage par l'établissement scolaire, il a écrit dessus CAP béton armé. Et ce qui est marrant, c'est Charline de Toerana, elle précise CAP rénovation bâti ancien torchis. Donc il y a tout ça, tu vois, c'est non, il faut apporter des vraies formations où on va sortir effectivement du béton et rester dans la terre, pousser les portes des établissements scolaires, que ce soit, moi c'est une idée que j'ai dans la tête, faut pouvoir actionner le levier, et j'ai 2 bras, et s'il y a 2 leviers, je les actionnerai, quoi. Mais ça reste fermé quand même, quoi. Et pourtant, le prof d'atelier est très intéressé par ça, à venir juste voir comment ça se passe sur un chantier de terre crue, quoi. Après, il y a un autre frein que vous avez tous cité, c'est la question des assurances. Je m'excuse, il y a une faute dans le coût de la main-d'œuvre. Après, ce sera modifié à la fin du webinaire. Mais ouais, la question de l'assurabilité, quand même. Sylvain, toi, c'est peut-être un élément aussi qui a fait que tu as rejoint Toerana. Oui, pour les questions d'assurance, parce que. Oui, pouvoir continuer, parce que on n'est pas crédible quand on arrive, quand on est tout seul et qu'on pousse la porte d'une assurance. On n'est pas crédible. Alors qu'avec Toerana, on arrive, on est lourd, on est quasiment une centaine, et je dois convaincre. Je ne sais pas ce qui fait que l'assurance a été rassurée par la quantité de personnes,
ou par des personnes qui sont formées ou pas, ou des gens qui amènent. Il y a eu une négociation, enfin je fais un bref aparté, on va essayer de finir le webinaire dans les temps, mais une négociation collective avec l'assureur et puis un dossier qui a été monté avec une traçabilité sur les chantiers terre crue qui avaient été effectués depuis l'existence de la coopérative et qui a joué a priori plutôt en notre faveur et en la faveur des artisans. C'est ce qui se discute en ce moment au sein de la Confédération, c'est de pouvoir faire remonter le plus possible de retours d'expérience pour que les assureurs puissent constater voilà, le degré de réparabilité de la terre, enfin qu'en fait ils puissent nourrir leurs statistiques pour pouvoir monter eux leur modèle économique en fait. Et si jusque maintenant c'était pas le cas, c'est qu'il y avait très peu de retour d'expérience organisé comme ça. Donc c'est en cours. Merci Léa pour cette précision. Après, on l'a vu dans l'heure là, de vos interventions, c'est vraiment l'engouement que ça peut animer chez vous, la terre crue, mais est-ce que c'est viable? Est-ce qu'une activité d'enduiseur terre crue, de maçon terre crue, est-ce qu'on peut en vivre et est-ce qu'on peut en vivre bien aussi sans être artisan précaire, entre guillemets? Sylvain? Ce qui est viable, comme je le disais, ce qui est viable, c'est la rareté du service. On est très peu dans mon coin à faire ça. Ce qui fait que ça peut être viable à l'avenir, c'est encore une fois les marchés publics, les architectes qui s'investissent dedans et qui acceptent de mettre de la terre crue dans les bâtiments nouveaux ou les bâtiments rénovés, qui vont permettre aux entreprises de se développer autour de ça et que ça ne devienne pas quelque chose de rare, quoi. Oui, et puis pour le coup, toi, la saisonnalité, Sylvain, tu t'expliquais que c'était plutôt un avantage pour la gestion de tes chantiers. Le fait de lancer un chantier, de laisser sécher et de pouvoir du coup basculer sur un autre chantier. C'est ça, de pouvoir tourner à mon échelle, à mes deux bras, de pouvoir tourner sur quatre chantiers sur une saison chaude et laisser sécher pour pouvoir finir en fin d'été, début d'automne, voire étaler le reste du chantier sur l'année suivante. Ça permet de rebondir et d'avoir un rythme, une métronomie de travail qui ne s'arrête pas. Par contre, effectivement, quand on est au mois de novembre, décembre, janvier, ça devient compliqué si on n'arrive pas à rentrer dans le bâtiment et de mettre de la terre crue à l'intérieur du bâtiment qui est chauffé. On peut vite, comme tu disais, Lydie, se mettre au chaud et puis s'endormir un petit peu pour l'hiver et réfléchir sur ce qu'on va faire. La saisonnalité est à considérer avec la terre crue, oui. Et pour le coup, Lydie, Ariana, vous aviez peut-être d'autres petites, enfin pas des astuces, mais des pratiques qui vous permettent d'alléger aussi soit le coût de la mise en œuvre en faisant appel à des clients, par exemple, en équilibrant les missions avec d'autres missions. Je ne sais pas si vous voulez repréciser, enfin ça a déjà été évoqué un peu avant, mais Lydie, sur la question des clients peut-être alors c'est vrai que souvent pour les particuliers, construire en terre, ça peut être plus cher qu'avec des techniques conventionnelles. Du coup, pour baisser les coûts, les clients peuvent proposer de venir participer. Alors, ce qu'on finit par retenir de ce fonctionnement-là, donc ce qu'on appelle l'autoconstruction ou l'autoréhabilitation accompagnée, c'est qu'il n'y a pas tant d'économie qui est faite. Mais que l'économie, enfin l'intérêt est plus de pouvoir s'investir dans la construction de son chez-soi et du coup de savoir son fonctionnement, comment bien l'entretenir et le réparer en cas de problème. Donc ça crée quand même une autonomie et une liberté pour l'habitant. Voilà, du coup c'est une petite précision sur la désillusion de l'économie ARA qui n'existe pas trop. Oui, pour le coup, qui est peut-être pas pertinente dans le cadre des enduiteurs. Ariana, toi, tu avais cité le côté réseau qui était plutôt sympa
à mettre en pratique, lié au fait que tu puisses des fois être chef de chantier ou n'être qu'intervenante sur le chantier de quelqu'un d'autre. Oui, c'est ça. Donc, l'idée, c'est mon modèle économique aujourd'hui, c'est celle de, voilà, de la collaboration, vraiment avec d'autres artisanes et artisans. Je travaille surtout en binôme avec une autre artisane, Maria Lyon. Et sous cela, ben, on s'alterne pour qui est chef porteuse du projet et l'autre est plus ben, finalement sous-traitance, voilà, pratiquement, mais avec toujours une collaboration assez forte et ce qui soulage aussi la charge mentale et en même temps, voilà. Et du coup, on double la possibilité des chantiers et puis je fais ça avec d'autres artisans également. Et voilà, il y a vraiment une chose de se porter en avant ensemble et du coup de se payer les uns les autres. Sinon, je suis employée de moi-même depuis quelques mois avec une autre coopérative qui s'appelle Dièse. Alors ça, je ne sais pas encore si je vais bien m'en sortir, mais effectivement, dès qu'on cherche de sécuriser un peu, donc de ne pas avoir que le modèle comme indépendant voilà, pour l'avenir, ben évidemment, on a des coûts importants. Donc voilà, aujourd'hui, je me paye le minimum qu'on peut en Belgique, donc c'est 1 300 € et je dois facturer plus de 3 500 € par mois. Donc, effectivement, ça nécessite une flexibilité et pouvoir voilà, déjà faire valoriser son travail voilà, en mettant le juste prix aux journées de travail. Mais comme les autres disaient, il y a des solutions en disant, bah, voilà, en accompagner, même si ça réduit un peu les. Voilà, il y a tout un débat sur la valeur de son travail qui est peut-être trop longue à la fin du webinaire, mais importante. On avait eu envie de finir sur ce que ça représentait la terre crue pour chacun des intervenants. Pour Sylvain, c'était vraiment de la tranquillité et le fait de se trouver ou de se retrouver. La belle alternative au monde de la construction, c'était pour Eléa. Et la démarche engagée militante, peut-être Lydie. Et pour Ariana, derrière la terre crue, c'était faire vivre un savoir-faire millénaire. Et on l'a redit plusieurs fois dans ce webinaire. Je vais passer très rapidement sur les slides pour se former et les ressources. Le contenu du diaporama il sera mis en ligne en début de semaine prochaine sur le site renversé.eu. Et vous recevrez un mail suite à votre participation où vous retrouvez un peu les ressources qui ont été citées pendant le webinaire. On voulait vous remercier de votre attention. Vous rappelez que le prochain webinaire a lieu le jeudi 10 juillet à 18h sur les leviers et des retours de développement de la terre crue dans les bâtiments publics. Et je vais passer la main à Judith, qui se charge de faire la facilitation graphique, de faire le résumé de ce webinaire sous forme graphique. Judith, je te laisse partager ton écran. On t'entend pas très bien, non? Alors, je ne suis pas dans ma configuration actuelle. J'espère que c'est le mieux. Ouais, Judith, on t'entend vraiment pas bien. Désolée, je n'ai pas vraiment d'autres solutions pour l'instant. Là, ça va un petit peu mieux, ouais, si tu arrives à... Ok, ok. Bien. Alors, je vais vous partager mon écran. Oui. Voilà, ici, en quelques mots, je vais vous rappeler ce qui s'est dit aujourd'hui avec Eléa, Lydie, Ariana et Sylvain. Donc le premier chapitre, si on peut le dire, c'est comment ces 4 personnes sont tombées en amour avec le matériau terre. Donc pour 2 des intervenantes, c'était un voyage à l'étranger, l'une au Bénin, l'autre en Argentine. Et pour quelqu'un d'autre, c'était tout simplement à travers l'enseignement à l'école. Et pour Sylvain, c'était après un parcours de 10 ans plutôt dans le béton et le parpaing. Voilà, j'ai à chaque fois rappelé les petits déclics qui sont survenus et qui ont fait qu'ils ont eu ensuite envie d'intégrer ce matériau terre dans leur pratique. Parlons de pratique.
Donc ici, on a entendu aussi en tant que femme, il y avait aussi un défi quand il s'agissait de se lancer en tant que fille dans la construction, et que c'était aussi un défi de trouver des modèles, ce qu'on a entendu, enfin le terme qui a été utilisé, c'est les sirènes de terre, et que finalement, quand on commence à en trouver, finalement, on en trouve plein d'autres. Voilà, une solution aussi, c'est de s'auto-former sur des chantiers participatifs pour comprendre la matière peu à peu. On entendait aussi que la Terre, c'est un lien humain avec beaucoup de beaux partages. Donc, par exemple, que la Terre permettait de se sentir en connexion avec soi-même, que le fait simplement d'utiliser les mains induit une forme d'inclusivité, que ça permet de rencontrer des gens de plein d'horizons, qu'on peut apprendre de chaque personne que l'on rencontre. Et alors aussi, l'argile, ça colle, et finalement, ça colle aussi les gens entre eux. Alors, aussi, on entendait que finalement, la terre, en tant que matériau, est porteuse de sens. Elle prend plus de temps, mais elle est aussi plus robuste. Et donc, on l'a mis en opposition avec la performance. Elle permet de contrecarrer les inégalités tout en étant elle-même unique de par sa variabilité, et cette variabilité qui fait qu'on peine à la conformer à un monde normé, technocratique. Je vais passer à la slide suivante. Ensuite, on a eu quelques partages, des conseils concernant ce qui se passe sur le terrain. Donc, ce qui est intéressant avec le matériau terre, c'est sa non-obsolescence qui permet un réemploi de tout ou partie. Le séchage long est vraiment un facteur à prendre en compte. Et par exemple, ici, il faut le dire, les canicules, comme on en connaît aujourd'hui, peuvent jouer en faveur du séchage. Il y a aussi toute une réflexion à avoir sur la gestion logistique de la terre, de sa charge, parce qu'elle induit un énorme effort physique. Et donc, il faut faire travailler le corps, mais aussi la tête, et donc bien réfléchir. On a entendu aussi que il peut y avoir une réflexion sur le 100% manuel, ou d'introduire des éléments mécanisés tels qu'une projeteuse ou un motoculteur pour un peu se faciliter la vie et soigner son corps. Et aussi toute une réflexion sur le fait de travailler en solo à plusieurs. Ensuite, voilà, si on a envie de se professionnaliser, par où commencer, ou quels éléments à prendre en compte, eh bien, un des premiers éléments qui était apparu, c'était le fait que fonctionner à travers un réseau coopératif, ça présente énormément d'avantages et de bénéfices. On a entendu aussi une autre intervenante qui a eu l'occasion de bénéficier d'autres réseaux tels que Job Yourself ou Terre Femmes et Savoir-faire. On se rend compte aussi que le matériau terre, eh bien, finalement, son apprentissage passe par beaucoup de pratiques, que ce soit par des chantiers participatifs ou des stages en entreprise. Et puis après, le secret, c'est qu'il faut se lancer. Et finalement, la reconnaissance, elle passe surtout par les pairs. Quelques éléments sur le fait de se fournir en matière. Il y a donc les argilières. Il y a la possibilité de récupérer de la terre, de faire du réemploi, d'utiliser des terres d'excavation, également de faire appel à d'autres filières, ou enfin d'utiliser d'autres matériaux. Ce à quoi il faut faire attention, c'est que tout ça tous ces matériaux devront être testés pour connaître leurs caractéristiques. Et une autre solution consiste à faire appel à un fournisseur qui a déjà eu des retours d'expérience par rapport aux matériaux qu'il propose. On a parlé de Dewulf.
encore quelques éléments de frein et de levier. Donc, on entendait que c'est une filière à bâtir, un secteur avec peu de concurrence. Cependant, il manque de formation et l'intérêt grandit. C'est un temps plus lent, notamment à cause de la saisonnalité et le fait que ce soit plus compliqué en hiver. Mais c'est aussi l'occasion de se reposer ou d'alterner avec d'autres activités. Lorsqu'on travaille seul, l'assurabilité est impossible ou presque, mais cela reste possible via le passage en coopérative, notamment Toreana. On sent qu'il y a parfois des frictions avec le conventionnel parce qu'ils partagent d'autres temporalités et peut-être, voilà, ça ne matche pas toujours. Le fait qu'il n'y ait pas de règles ou très peu de règles professionnelles, c'est un frein. Et on voit que la Confédération de la construction s'y attelle. Et pour terminer, concernant la viabilité économique, en fait, elle est possible car cela reste une activité de niche. Et ici, nos intervenants nous ont partagé quelques trucs et astuces. Le fait de s'associer avec d'autres pour, par exemple, collaborer et rassembler les clients, ou le fait d'investir le client dans la construction, ça permet des petites économies, mais surtout ce qui est intéressant, c'est d'autonomiser ensuite le client. Et puis ensuite, quelques mots-clés. Voilà pour ma part, et je vous invite, j'invite les intervenants, s'il manquait des éléments très importants qui ne sont pas apparus, à me les communiquer de telle sorte à ce que je puisse les intégrer. Voilà. Merci Judith pour le travail de synthèse qui n'est pas forcément évident. Est-ce que dans les 4 intervenants, vous avez des remarques à faire? Il n'y a pas de questions a priori dans le chat pour le moment. Non, il n'y a pas de questions, Florie. Il y a un écho. Ouais, je ne sais pas pourquoi, là, sur la fin. Donc, on parle chacun son tour. Moi, on peut couper nos micros quand on ne parle pas pour éviter. Ok. Est-ce que l'un de vous 4 a un retour, des compléments à préciser à Judith en guise de conclusion? Merci pour le résumé, Judith. Pour moi, c'est tout bon. Et la même, ouais. Oui, c'était très complet. Merci, c'était très agréable de le voir et d'entendre le résumé. Je voulais juste aussi vous remercier pour tous ces retours de savoir, mais surtout d'expérience, avec quand même un beau vent d'humanité qui fait du bien à entendre. Je pense qu'on peut clôturer ici le webinaire. Compte tenu du fait qu'il n'y ait pas de questions, mais vous remercier tous les 4 pour la préparation, l'envie que vous donnez à remettre ou à mettre tout court les mains dans la terre crue pour ceux qui n'ont jamais fait. Et je rappelle juste vous retrouverez tous les supports sur le site renversé.eu. Et moi, je ferai un mail aux inscrits, aux participants pour redonner les liens. Voilà, bonne soirée à chacun, chacune. Merci. Merci à vous de l'invitation. Bye bye. Au revoir. Merci beaucoup, Florie. On est dessus. À bientôt. Oui. Merci. Salut.